ça va être extrêmement compliqué d'appeler à voter pour des gens de la France insoumise, parce qu'à chaque fois dans le débat politique, on va ressortir, chacun compile les déclarations des uns et des autres, ce qui est évidemment de bonne guerre, et quand on va ressortir l'ensemble des horreurs proférées par les gens de la France insoumise depuis l'abomination commise par le Hamas contre les civils israéliens le 7 octobre, ça va devenir très difficile de justifier de voter pour eux. Thibault de Vaubrial, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et lieutenant-colonel de réserve de la gendarmerie. Nous allons peut-être commencer par la manifestation du week-end dernier. Qu'avez-vous pensé de cette manifestation contre l'antisémitisme? Je crois que vous y étiez. Pensez-vous qu'enfin mesure est prise de la situation? J'y suis allé, c'était impensable de ne pas y aller. Et j'en suis ressorti avec un sentiment assez étrange. Le premier, c'était une forme de satisfaction, voire de fierté d'avoir vu tant de nos compatriotes à Paris, mais aussi en province, venir avec dignité, en toute simplicité, loin des slogans politiciens, venir dire toute l'horreur que leur inspire, que nous inspire l'antisémitisme et sa résurgence, en particulier depuis les événements atroces du 7 octobre dernier. Mais alors justement, l'ambivalence, c'est qu'on a beaucoup parlé depuis, il y a eu des autosatisfactions gouvernementales, notamment autour de la question de la France unie, mais la France n'était pas du tout unie. Il y avait une partie de la France. Il y avait la France blanche, pardon de le dire. Il n'y avait absolument pas la France de ceux dont on attend et dont on attendrait en réalité qu'ils protestent encore plus que les autres, qu'ils nous disent que non, ce n'est pas en notre nom que ces horreurs sont perpétrées, qui sont les musulmans et en particulier les élites dites représentatives, si tant est que ça ait un sens, il n'y a pas de représentation institutionnelle, mais les associations, les grandes mosquées, etc., étaient totalement absentes, je crois à l'exception d'un imam que j'ai vu courageusement s'exprimer sur une chaîne de télévision. Mais ce qui renforce une perception qu'on a tous depuis le 7 octobre et en réalité depuis 2015, c'est que les musulmans français, dont la majorité, en tout cas tant qu'on descend jusqu'à l'âge de 25 ans, après c'est plus compliqué, mais dont la majorité est évidemment intégrée à notre pays et ne demande qu'à vivre tranquillement au sein de notre société, néanmoins, ne va jamais condamner fermement et sortir d'une forme d'ambiguïté face au terrorisme islamiste, et en l'occurrence, donc, pour revenir à l'actualité, face aux horreurs du Hamas. Et moi, je trouve ça non seulement troublant, mais si on fait un pas de côté, si on analyse un petit peu, eh bien, c'est très inquiétant. Parce qu'en réalité, d'un côté, on peut avoir une lecture de cette manifestation comme étant un grand moment d'unité, et de l'autre comme un grand moment de fracture. Alors, ce qui a frappé, c'est que c'était une manifestation très digne, sans dégradation, sans policiers insultés. C'était même tout l'inverse. Il y a vraiment deux France, une France civilisée, une France décivilisée, qu'on peut voir alternativement dans la rue. Ben, c'est un peu votre analyse, votre question, qui est une forme d'analyse, c'est un peu la continuité de ce que je viens de dire. Ça renvoie quand on regarde qui était présent, qui était absent, et ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas passé, on peut continuer le parallèle comme vous le faites. C'est très intéressant, mais on peut même aller plus loin. Quand je fais un tweet le soir pour me féliciter, mais également pour dire, on va en parler, que marcher ne suffit plus. Marcher c'est bien, mais on a dépassé très largement le stade de la marche, des fleurs et des bougies. Je fais un tweet comme ça. Et comme autour de cette date, il y a toute une partie des gens qui disent que j'ai raison, qui m'encouragent, etc. Et puis une partie de gens qui sont des comptes qui renvoient à une minorité musulmane. Donc quand on regarde l'intitulé des comptes, elle n'est pas forcément radicalisée, c'est ça qui est intéressant. Qui m'insulte, qui dit que c'était une marche de blancs, de fachos, de néo-nazis, etc. Donc c'est très intéressant parce que même sur les réseaux sociaux,
il n'y a pas de soutien, ou de soutien implicite, ou de reprise neutre. Enfin, vous voyez, oui, bien sûr. Moi, je considère qu'aujourd'hui, les fractures françaises que je constate et que je dénonce depuis longtemps, je ne suis pas le seul, mais j'étais un des premiers, sont aujourd'hui abyssales et vraiment très inquiétantes. Yael Braun-Pivet était invitée de Sonia Mabrouk le lendemain de cette manifestation, le lundi matin. Et quand Sonia Mabrouk lui a demandé quel était le moteur de l'antisémitisme aujourd'hui en France, elle a eu cette réponse, je n'en sais rien, a-t-elle dit. Alors, à quoi sert de manifester si on ne sait pas contre quoi on manifeste finalement? Alors, c'est très intéressant cette réponse parce que, vous savez, Peggy disait il faut dire ce que l'on voit, mais d'abord il faut voir ce que l'on voit. Yael Braun-Pivet est je crois, le 4e personnage de l'État dans le rôle constitutionnel. Elle est parfaitement informée et toutes les limites de la façon dont la France est gouvernée actuellement, elle est résumée par cette absence de prise de responsabilité. Yael Braun-Pivet, comme tout le monde, en tout cas comme tous les gens informés, elle sait parfaitement quelle est la base de l'antisémitisme aujourd'hui. On peut refaire l'histoire de France et parler de Charles Maurras. C'est un sujet intéressant, c'est un sujet historique. Ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, l'antisémitisme en France, il est quasi exclusivement, en tout cas dans son expression décomplexée et dans sa violence, parce que c'est une violence. D'abord, c'est un délit pénal, mais ensuite, mais surtout, c'est une formidable violence. C'est une violence psychologique et de plus en plus, malheureusement, une violence physique, puisque les chiffres ont explosé depuis le 7 octobre. Et qui sont les auteurs de ces comportements et de ces violences? Ce sont exclusivement, allez, on va dire, puisque l'essentialisation n'est jamais bonne, à 99%. À 99% des personnes issues de l'immigration arabo-musulmane. Il faut arrêter de prétendre, pour des raisons purement politiciennes et pour des raisons d'ostracisme d'une prétendue extrême droite politique, de faire comme si c'était encore les deux. Ça n'est plus vrai. Ça a été vrai, mais on va même aller plus loin. Il y a 70 ans, ça n'était pas le sujet de l'immigration arabo-musulmane, puisqu'elle n'existait pas. Donc, la France a changé en 60 ans. Et les moteurs de l'antisémitisme ont radicalement changé. Et ne pas être capable de le dire, c'est encore une fois mal nommer les choses, c'est encore une fois s'exposer le moment venu à des déconvenus qui seront à minima des déconvenus politiques et à maxima des déconvenus avec des troubles très graves. Alors si on poursuit avec les réactions politiques, Elisabeth Borne a réagi elle aussi à cette manifestation et elle a déploré que la France insoumise n'ait pas été là et que le Rassemblement national ait été là. Lui, est-ce que c'est pas paradoxal? Ça prouve donc que la France insoumise, si elle avait voulu, aurait été accueillie à bras ouverts et en revanche le Rassemblement national était persona non grata. Mais vous savez, Elisabeth Borne est un apparatchik socialiste. Donc il faut s'en souvenir. Elle est Premier ministre parce que tout peut, c'est elle qui a bien la preuve que tout peut arriver dans la vie. Mais faut voir, en général, c'est intéressant de savoir d'où viennent les gens. Et vous avez des gens qui évoluent, vous avez des gens qui changent. Sincèrement. Mais Elisabeth Borne n'a pas changé, manifestement. Toutes ses prises de parole sur l'ensemble de ces questions le démontrent. Elle est là dans le cadre du en même temps. Quand elle s'exprime de cette façon, ce qu'elle dit en creux, ça renvoie à la réponse que je viens de vous faire. Mais sauf que c'est encore plus grave parce qu'Elisabeth Borne est Premier ministre. Donc aujourd'hui, qui sont les acteurs politiques sur l'échiquier politique sur cette question de l'antisémitisme et de l'atteinte à ce qui fait les valeurs fondamentales de notre nation. C'est pas simplement de la République, c'est de notre nation. Vous avez un spectre, à l'extrême gauche du spectre, la France insoumise, qui pour des raisons soigneusement pensées et assez intelligentes, parce que en politique c'est toujours important d'abord de consolider son socle, est radicalement sorti, à mon sens, du champ républicain. C'est la France insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon avec ses séides qui multiplient les horreurs verbales chaque jour, encore une fois, à mon avis, tout ça est soigneusement pensé. Et qui donc nourrit, flatte cet antisémitisme d'origine arabo-musulmane, puisque l'objectif est de faire de ceux qui le professent des électeurs. Et de l'autre, vous avez sur l'ensemble du reste du spectre politique, depuis la gauche républicaine qui existe heureusement, qui est plus très vivace, et dont on aimerait pour le débat public qu'elle ait un leader qui émerge.
jusqu'au RN, ce sont des partis qui ont démontré aujourd'hui, pas il y a 30 ans, aujourd'hui, leur attachement aux valeurs de la République et à la lutte notamment contre l'antisémitisme. Donc pour moi, j'ai aucun problème, mais alors aucun problème du tout à marcher côte à côte, aussi bien avec Manuel Valls qu'avec Marine Le Pen. Est-ce que vous pensez que sur un plan national et politique, ce drame du 7 octobre aura finalement recomposé durablement le paysage politique, ou vous pensez que quand tout cela sera un peu tassé, oublié, eh bien, par exemple, un mouvement comme Renaissance pourra appeler à voter au deuxième tour législatif pour la France Insoumise, comme ça a pu être des candidats de la France Insoumise, comme ça a pu être le cas par le passé? Alors c'est une question très intéressante. Je crois que le 7 octobre 2023, en France, hein, là c'est vraiment une question de politique intérieure française que vous me posez, constitue une marche, ou plus exactement un éclaircissement. Il nettoie un peu l'opacité de la vitre qui nous permet permettait d'analyser la vie politique, parce que ça va devenir, aujourd'hui, ça va être extrêmement compliqué d'appeler à voter pour des gens de la France insoumise, parce qu'à chaque fois dans le débat politique, on va ressortir, chacun compile les déclarations des uns et des autres, ce qui est évidemment de bonne guerre, et quand on va ressortir l'ensemble des horreurs proférées par les gens de la France insoumise depuis l'abomination commise par le Hamas contre les civils israéliens le 7 octobre, ça va devenir très difficile de justifier de voter pour eux. Mais au-delà, ce drame du 7 octobre et la guerre qui s'ensuit, parce que c'était l'objectif de recherché par le Hamas, hein, c'est-à-dire d'aller faire une razzia et ensuite d'aller subir des attaques contre sa population en empêchant qu'elle parte pour déclencher une opprobre mondiale. Donc cette opprobre mondiale, donc on la voit bien à l'œuvre en France, et elle amplifie les fractures françaises, qui sont en réalité celles dont on parle depuis le début de notre entretien, et bien au-delà de la question strictement politique et électorale, qui va se poser, et vous avez raison. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que c'est un accélérateur encore de fractures et de violences qui étaient croissantes, avec une nette accélération depuis 3 ou 4 ans. Et c'est très inquiétant parce que c'est totalement En vrai, aujourd'hui, c'est très difficile de faire une prévision sur la façon sur l'état de la France dans 3 ans. C'est très difficile. Est-ce qu'on peut néanmoins supposer que ce cordon sanitaire qui a été créé par François Mitterrand est mort, ou qu'il s'est reformé ailleurs, par exemple autour de la France insoumise, où tout est possible et on ne peut pas faire de supputation, les Français ayant une mémoire de poisson rouge, dit-on, je ne sais pas si c'est vrai. Je pense que on le dit quand ça arrange de le dire, mais je ne suis pas sûr. Le cordon sanitaire, contre le Rassemblement national, je pense qu'il est quasiment mort. Il faut toujours... c'est impossible d'être certain, mais je pense qu'il est quasiment mort. En soins palliatifs. Il est en soins palliatifs. Le cordon sanitaire contre la France insoumise, il devrait être mis en place, mais ça va être très difficile. Pourquoi ? Il faut dire un mot là-dessus, parce que les élites françaises sont formées depuis 40 ans par des écoles qui sont infusées par la pensée de Bourdieu, Derrida, etc. dans les années 70. Aujourd'hui, les écoles d'administration, l'école nationale de la magistrature, mais aussi, et c'est encore plus préoccupant, les écoles de journalisme, sont encore perfusées par cette vision du monde qui impose un prisme de lecture complètement décalé avec la réalité et qui fait que vous avez beaucoup de oui mais, c'est-à-dire que les gens qui ont 40, 50 ans et qui ont été construits comme ça, ils voient, ils se débattent avec le réel, mais il y a un moment où quand même le réel s'impose, et il y a toujours un oui mais. Donc on aura, je pense que ce sera toujours plus difficile pour eux d'ériger une barrière et de dire une bonne fois que cette France insoumise-là, parce que ça peut évoluer, hein, il ne faut pas faire des procès à l'avance, mais pour l'instant, des procès d'intention, mais pour l'instant, c'est quand même très mal parti. Donc je pense que toute une partie de la presse va avoir du mal, comme notre bien-aimé Premier ministre, à ériger la barrière que, objectivement, le comportement et les propos de Mélenchon et de son entourage méritent. Alors, il y avait un grand absent, c'était le président de la République. Qu'avez-vous pensé de cette absence? Est-ce qu'il a eu raison, pas raison de ne pas être là? Et pourquoi, à votre avis, a-t-il pris cette décision? Alors, dans un premier temps, j'aurais pu adhérer à l'idée qu'un président de la République doit être
par essence au-dessus de la mêlée et que sa place n'est pas au sein d'une manifestation, sauf peut-être la place du président en 2015, quand il a manifesté à la tête de la manifestation après l'attentat contre Charlie Hebdo, mais parce qu'il y avait des dizaines d'autres chefs d'État qui avaient été invités. Sous cette réserve, on peut penser légitimement que la place du président de la République n'est pas d'être devant. Mais le raisonnement tiendrait s'il y avait une cohérence dans la position d'Emmanuel Macron depuis toujours en matière régalienne, mais ça c'est encore un autre débat, mais en tout cas depuis le 7 octobre. On a affaire à une godille qui, quand on essaie de suivre Emmanuel Macron, on finit par être obligé de porter une minerve, on a un torticolis, on peut plus. Rien que sur ces 3 derniers jours, on a eu cet épisode dramatique, pathétique, de l'interview à la BBC avec des propos où Emmanuel Macron donnait l'impression de s'aligner sur finalement toute la propagande du Hamas. Et puis devant l'émotion légitime qui a été que ces propos ont soulevé jusqu'en Israël, finalement hier l'Élysée nous faisait connaître l'existence d'un entretien téléphonique l'autre jour, d'un entretien téléphonique entre Macron et Netanyahou, le président israélien, je ne me souviens plus très bien, enfin en tout cas les plus hautes autorités, pour redire un soutien indéfectible. Et puis souvenez-vous qu'il y a un mois, il fallait créer une grande coalition, que personne n'a très bien compris avec qui et pourquoi exactement, à commencer par les intéressés qui n'avaient pas été consultés. On n'en a plus reparlé. Vous voyez, c'est impossible de suivre. Donc, si on calque le comportement de Macron depuis un mois, on ne comprend pas son absence à la manifestation parce qu'on ne sait pas pourquoi il n'était pas là. Alors c'est vrai que l'expression que vous avez utilisée revient souvent, il restait au-dessus de la mêlée, mais est-ce que c'est pas une expression qui peut être un peu choquante dans la mesure où une mêlée suppose 2 équipes équivalentes, c'est une forme de relativisation de ce qu'a fait subir le Hamas à Israël? Je vous pose la question. Je suis complètement d'accord avec vous. Quand je dis rester au-dessus de la mêlée, c'était parce qu'on peut entendre qu'il y a une position de principe qui fait que le président exprime la position de la France et la sienne propre, mais sans pour autant aller dans un engagement qui peut apparaître plus comme un engagement militant que comme un engagement de gouvernement. Mais une fois qu'on a dit ça, sur cette question-là, moi je suis entièrement d'accord avec vous, il n'y a pas photo une seconde. Quand on travaille sur ces questions, on sait ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre 2023, ce qui est une succession d'actes à très grande échelle d'une barbarie absolue, et on sait pourquoi ils l'ont fait. Ils l'ont fait pour créer une fracture et pour amener à la guerre non seulement en Israël, les Gazaouis étant le cadet des soucis du Hamas. Hein. C'est pour créer une guerre et pour aboutir, comme il est dit dans la charte du Hamas, à l'éradication d'Israël et d'une manière plus générale pour créer une guerre des civilisations. Le problème, c'est que vu la composition de la population européenne et en particulier française depuis 40 ans, nous sommes aujourd'hui beaucoup plus fragilisés par l'exposition aux conséquences de ce qui s'est passé, de ce qui se passe en Israël, que nous l'étions il y a encore 10 ou 15 ans. Et dans ces conditions, évidemment, vous avez raison, plus que jamais, le gouvernement et le président de la République doit s'engager dans le seul camp qui mérite qu'on considère même de s'engager. Alors, s'il ne le fait pas, j'en déduis de vos propos, c'est lié à la situation de la France. Cette situation de la France, elle est liée à une impéritie migratoire depuis des dizaines d'années. Alors, c'est vrai que c'était un peu surprenant de voir derrière la banderole de tête un certain nombre de responsables politiques qui donnaient l'impression d'être un peu, si vous me permettez la métaphore, la Ceuta qui défile contre le cancer du poumon. Mais je me suis fait la même réflexion que vous. Au moment où la manif a été organisée, j'y ai déjà pensé, et quand j'ai vu le dimanche soir en rentrant à la maison ces images du premier rang, où évidemment je n'étais pas, je me suis fait cette réflexion. Moi, ça fait un moment que quand je me déplace, quand je vais faire des conférences, quand j'ai des procès en province, quand je discute avec les uns et les autres, et beaucoup sont friands de ces discussions avec moi sur l'avenir du pays et notamment sur les questions de sécurité, beaucoup de gens me disent nous ne guérirons pas avec les gens qui nous ont rendus malades. Pour faire court. Ouais. Et c'est vrai que la photo du premier rang de la manifestation de dimanche dernier m'a fait penser à cette phrase que j'entends de plus en plus souvent.
Oui, disons qu'il y a une présomption d'inaction sur le sujet. Alors, précisément, quelle sera la suite? Non, mais l'inaction pour l'avenir, parce qu'elle a été par le passé, donc on peut imaginer que dans l'avenir, pardon, je me suis mal exprimée, il n'y en aura pas non plus. De fait, on parle beaucoup du succès qu'avait été la marche de Charlie Hebdo, mais sur quoi a-t-elle débouché? Alors là, quelle va être la suite? Vous savez, aujourd'hui, on a des gouvernants, pour faire court, qui ont peur. Qui ont peur. Il y a une forme de tétanie, c'est-à-dire qu'au plus haut niveau de l'État, dans les ministères régaliens, etc., les gens ont accès aux notes de renseignement, ils parlent avec ils ont des remontées de terrain, les préfets ont des remontées de terrain, etc. Donc, quand je vous dis au début de notre entretien que la France est extrêmement facturée et que nous sommes au bord d'un vrai risque d'affrontement et de très grande violence, je n'invente rien. Si moi je le sais dans le détail, les gens qui sont actuellement au pouvoir le savent. Sauf que c'est une catégorie de gens qui font de la politique, certains depuis pas très longtemps, mais qui ne pensent pas les temps difficiles. Et on est dans une... Maintenant, nous allons changer. Moi, je suis persuadé qu'on va changer de classe politique parce que les événements vont révéler les grands hommes et que les grands hommes ne sont pas ceux qui nous gouvernent actuellement. Donc, il va y avoir des temps difficiles, il va y avoir des temps de grande violence parce que c'est inscrit dans la logique des choses. Quand on regarde l'évolution du pays, quand on regarde tous les chiffres à la fois sur la question migratoire, sur les failles culturelles béantes qui s'instaurent dans notre pays, mais également sur la réaction des Français dans les différents sondages, qui fait qu'il y a une nouvelle fracture, là encore, entre le peuple et cette partie de l'élite, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, sur la façon dont cette élite s'est construite, sur les idées bourdieusiennes, etc. Mais il y a un autre marqueur, c'est que nous avons une société, et donc une classe politique, puisqu'elle est issue de la société, qui a totalement perdu de vue ce que c'était que le rapport à la violence, et en particulier la violence légitime. Aujourd'hui, pour faire très très court, après je peux développer des heures, mais je vous en fais grâce, il va falloir un choc d'autorité dans notre pays. C'est absolument indispensable pour reprendre la main, si elle peut encore être reprise. Mais ça, ce n'est pas un programme politique, c'est un programme de survie, ce qui est la première exigence. Ensuite, il y a une question politique de réappropriation des valeurs fondamentales de notre nation et d'une forme de nouvelle éducation, d'une jeunesse, parce que la question, c'est la jeunesse qui a des papiers français, et de la fraction de la jeunesse française qui rejette la France. Qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse et de la génération qui arrive? Et là, c'est un programme d'éducation et de culture sur 20 ans. C'est un programme sur 20 ans. Mais pour avoir une chance de le faire, il faut 1, accepter d'identifier le problème, 2, un choc d'autorité pour éviter l'effondrement, et 3, conséquence aussi de ce choc d'autorité, se réapproprier toutes nos valeurs. Pourquoi ? Parce que les islamistes, leurs méthodes de recrutement sont extrêmement simples. Ils disent aux jeunes, avec nous, vous êtes dans l'Oumma, c'est-à-dire que vous avez un programme, il y a une aventure mondiale qui s'inscrit dans l'histoire depuis le 7e siècle, et nous sommes dans une logique de conquête, et vous êtes des instruments de cette conquête, et regardez les mécréants c'est nous, eux n'ont plus de valeur, ne croient plus en rien, c'est l'individualisme, la pornographie, etc., etc. Donc, ce qu'il faut, c'est, mais vaste programme, c'est être capable d'abord... Ce qui est abominable, c'est qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Oui, mais c'est précisément là-dessus qu'il faut travailler. C'est qu'il faut se réapproprier notre récit national. Ça ne veut pas dire de faire de la propagande. J'entends parfois le mot de roman national. Le mot de roman national me gêne un peu parce que ça implique qu'on biaise les choses. Il faut être capable de regarder dans les yeux, même ce qui n'a pas été. On se grandit beaucoup plus quand on reconnaît ses erreurs, à condition de ne pas passer son temps à s'en flageller et d'être capable de les surmonter. Mais il faut se connaître, c'est la fameuse phrase des Grecs, connais-toi, c'est vrai sur le plan individuel, c'est vrai aussi sur le plan d'un peuple. Et quand on expliquera à cette jeunesse que d'entrer dans le grand train de l'histoire de France, de l'histoire millénaire, d'expliquer que la France a des racines gréco-latines, une tradition chrétienne, et qu'elle a des valeurs. Alors on dit les valeurs, moi je vais vous les dire les valeurs, il faut les assumer. C'est l'égalité homme-femme, c'est le droit d'aimer qui on veut, et c'est le droit de croire ou de ne pas croire. Le tout sur une base de philosophie générale, de bienveillance politique, qui en réalité est la traduction dans la vie publique des valeurs chrétiennes. C'est ça.
Alors la dernière phrase, elle peut choquer les incultes, mais c'est une réalité. Et on peut tout à fait le dire sans être un bigot et passer son temps à l'église. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est au moins de savoir qui on est et dans quelle tradition on s'inscrit. Et quand on met en décalage ce que c'est que l'islam rigoriste, où les homosexuels sont jetés du haut des immeubles et où les agnostiques se sont décapités, bah après, chacun choisit la société dans laquelle il a le plus envie de vivre. Mais si on se réapproprie notre histoire nationale, et qu'on réinstaure une fierté, eh ben, on peut se retrouver avec des gens qui sont français de fraîche date et qui sont formidablement fiers de l'être. Mais en attendant de mettre en application ce beau programme, c'est vrai que Michel Onfray disait sur une chaîne de télé, nous sommes dans une guerre civile larvée. Est-ce que d'ailleurs le mot guerre civile est pertinent dans la mesure où une partie de ceux qui sont dans cette guerre ne se sentent pas français? Est-ce qu'il n'y a pas des générations perdues en réalité? Alors, je suis réticent à utiliser l'expression de guerre civile parce qu'elle renvoie à une image d'affrontement avec deux, voire trois camps identifiés, avec des affrontements en permanence, etc. On n'en est pas là. Par contre, ce qui est vrai, et ce qui est peut-être une autre manière de le dire, parce que après tout, l'avenir n'est pas forcément, est pas obligé de ressembler totalement aux événements passés ici ou là. C'est que nous sommes entrés déjà dans une phase de grande violence, que les appartenances non seulement religieuses mais ethniques sont sur le territoire français à l'origine de nombreuses violences de la part non pas des Français d'origine ou de souche, hein, comme disent les associations antiracistes, mais de la part des derniers arrivés sur le territoire, et notamment d'une fraction de l'immigration arabo-musulmane dont la violence du comportement des enfants est une horreur. Hein. Le terme d'ensauvagement, que j'ai été un des premiers à utiliser, etc., il vient de là. Donc, oui, aujourd'hui, il y a des violences larvées, mais qui peuvent tout à fait exploser. Vous savez, un mot, les émeutes de l'été dernier, elles ont cessé, d'abord parce que, il faut le reconnaître, le ministère de l'Intérieur, pour le coup, a très bien réagi, que les policiers et les gendarmes ont été très bons, mais aussi que les dealers ont dit maintenant ça suffit et il faut rétablir le business et, incidemment, n'ont pas donné à ceux qui les voulaient les armes de guerre pour tirer sur la police. Mais la prochaine fois, vous pouvez avoir un événement dont l'intensité émotionnelle vienne balayer tout ça et fasse que les trafiquants se replient sur la question identitaire et deviennent des acteurs d'un combat où à ce moment-là nous aurions en face des policiers et des gendarmes, et je pense très vite de l'armée, des gens équipés d'armes de guerre, parce qu'il y en a beaucoup. Donc oui, le risque existe, mais c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait un choc d'autorité. Regardez, Le Figaro a révélé il n'y a pas très longtemps la liste des 450 familles les plus délinquantes en France. Il y a quelques années, un ancien Premier ministre m'avait expliqué qu'on lui avait donné une liste avec les 100 familles les plus criminogènes de France et qu'il n'y en avait pas une qui n'était pas d'origine arabo-musulmane. Ce sont les termes qu'il avait employés. Et je lui avais dit, mais pourquoi vous ne le dénoncez pas, etc. Il me dit, ah oui, mais c'est compliqué, etc. Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, il faut le dire. De toute façon, les gens le voient. Donc il faut le dire. À partir de là, quand je vous dis qu'il faut un choc d'autorité, c'est qu'il faut un choc d'autorité dans tous les domaines, mais en particulier dans la lutte contre la délinquance. Tout ça, ça implique un programme. On ne va pas se lancer dans les détails de programme aujourd'hui, mais les idées, on les a, elles existent et elles sont applicables avec du courage politique. Il faut du courage. Et ce courage, il est exigé par nos concitoyens parce que c'est pas, vous savez, la peur n'empêche pas le danger et la lâcheté n'empêche pas la défaite. Donc c'est en identifiant les difficultés, en se retroussant les manches pour les affronter, que nous avons encore une chance de restaurer la grandeur de cette France qu'on aime tant. Alors si je vous écoute, cet élément déclencheur, il pourrait arriver à tout instant. Cet élément déclencheur qui n'a pas été Naël, ou pas complètement, avec tout ce qui se passe à Gaza. Moi, c'est ma crainte. Ouais. C'est ma crainte, c'est que on est pour l'instant sur le fil. On va voir comment la situation évolue sur le théâtre d'opération au Proche-Orient dans les jours et dans les semaines qui viennent. Si jamais il y avait une régionalisation du conflit, je pense que nous aurions, alors là pour le coup très vite, des violences par mimétisme sur le territoire français. Pour l'instant, ça tient à peu près. Il y a des faits, tout n'est pas... vous savez, en France aujourd'hui, il arrive tous les jours des événements qui, il y a 20 ans, auraient fait la une pendant 3 jours. Ah oui. Aujourd'hui, il y en a plusieurs par jour, dont on parle très peu. On les voit beaucoup sur les réseaux sociaux.
Mais il y a une espèce d'habitude, Oui, c'est vrai. un mélange d'habitude et de volonté de relativiser, etc. Puis retour à la question de la peur. Donc, on est au bord. S'ajoute une question que du coup on a un peu tendance à oublier parce qu'on est dans l'émotion de la gestion immédiate de l'après 7 octobre. Mais l'été prochain, la France organise les Jeux Olympiques. Le monde entier aura les yeux tournés vers elle. La réussite ou l'échec des Jeux Olympiques va conditionner la façon dont la France va être vue dans les 10 ans qui viennent. C'est-à-dire que c'est un moment absolument capital pour la France, mais c'est aussi la façon dont les Français vont se voir. C'est-à-dire la façon dont la France va percevoir la grandeur ou non de son propre pays. Et on le sait, les services de renseignement le savent, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir nous nuire, vouloir entraver, voire vouloir empêcher le bon déroulement de ces Jeux Olympiques. Donc on a la montée jusqu'à l'été prochain d'une phase de sécurité avec un risque notamment de terrorisme islamiste, mais pas que, aussi d'extrême gauche, écolo-radicaux, etc., qui est déjà identifié comme étant très élevé. Donc, l'hystérisation identitaire autour de la question du Proche-Orient, elle vient alimenter ce brasier. Donc, je pense que nous allons avoir des mois qui viennent très compliqués, mais ça va être l'occasion de tester le courage des uns et des autres et, je l'espère, de mettre en œuvre ce programme de restauration de l'autorité, encore une fois, qui est le préalable à toute forme de réussite future. Est-ce que la France est encore en mesure d'organiser ces JO? Vous le pensez, c'est réaliste? Alors, compte tenu du contexte? Oui, non, mais bien sûr, parce qu'il y a des tas de gens formidables qui se dévouent à ce que ça se passe bien, mais quand vous parlez en privé aux uns et aux autres, et au plus haut niveau de l'organisation, notamment sur les questions de sécurité, on va dire que l'optimisme n'est pas de mise. Et on a beaucoup parlé de la cérémonie d'ouverture, qui est, Oui. je vais le dire parce que je ne suis pas tenu à un devoir de réserve, mais les gens qui me le disent, eux, sont tenus à un devoir de réserve, donc je me fais un peu leur porte-parole. C'est une folie. Ah oui. C'est une folie qui est née d'une double lubie, qui est celle de la maire de Paris, Madame Hidalgo, et du président de la République, Emmanuel Macron, avec une espèce d'hubris qui considère que c'est formidable et on va y arriver. Pourquoi? Parce que c'est l'argument d'autorité. Je crains que ce soit plus compliqué que ça. On espère tous se tromper. Je sais que les gens qui travaillent à la sécurisation de cet événement travaillent jour et nuit maintenant, sont dévoués, mais en privé, c'est pas l'optimisme qui domine. Mais au-delà, il y a même 1001 scénarios catastrophes autour de la province sont laissés très amoindris sur le plan de la sécurité, donc très exposés. Les JO vont durer 3 semaines. Après, il y a les Jeux paralympiques. Il y a une question de la façon dont on gère la disponibilité, les repos de nos forces de sécurité intérieure, mais également l'organisation interne, les couples de policiers ou de gendarmes, comment ils vont faire pour leurs enfants pendant l'été, etc. Il y a tout un tas de questions, si vous voulez. Il y a une arborescence de questions sur la sécurité, y compris les plus triviales, qui rend la tâche abyssale. Et si on ajoute à ça la violence du monde international aujourd'hui, on sait qu'il y a des pays qui veulent nous nuire. Il y a la Russie, il y a l'Algérie, il y a l'Iran, il y a la Turquie. Et ces pays sont aussi susceptibles de financer ou d'aider des groupes à déstabiliser le pays, non sellement pendant les JO, mais à mon avis sans doute avant. Alors, les Français ont le sentiment d'être pris entre le marteau du terrorisme et l'enclume de l'insécurité du quotidien, de la délinquance du quotidien. Il y a une hybridation entre les deux. C'est quelque chose sur lequel travaillent les services de sécurité. C'est les trafics de drogue, le terrorisme, la délinquance au quotidien. Ce sont des problèmes connexes, pardon. Il y a une connexité, mais il n'y a pas de porosité totale. C'est-à-dire que la preuve, il y a une preuve que ceux qui nous regardent vont très bien comprendre, c'est qu'en dépit de tout ce qu'ils voient et de toute cette violence, les islamistes, les terroristes islamistes, je ne parle pas des islamistes politiques, qui sont aussi dangereux que les terroristes, et peut-être même plus parce qu'eux n'utilisent pas la violence, mais les terroristes islamistes n'arrivent pas ou ont beaucoup de mal à se procurer des armes de guerre. Il y a eu très peu d'attentats à la Kalachnikov, il y a eu évidemment le 13 novembre, dont on a fêté l'anniversaire il n'y a pas longtemps, et il y a eu Xavier Jugelé sur les Champs-Élysées en 2017, mais il n'y en a pas eu d'autres, alors que des règlements de compte à la Kalachnikov, il y en a tous les jours, y compris dans les villes moyennes. Donc les armes, elles sont là, elles existent, et les trafiquants de drogue font tout
pour ne pas les donner à des terroristes et les vendeurs, hein, puisqu'il y a un marché, tout ça, il y a un marché de trafic d'armes très, très organisé, avec beaucoup d'armes qui viennent d'Ukraine actuellement, et donc des armes de gamme encore plus élevées, et sans doute des missiles anti-chars et des missiles anti-aériens, ce qui peut devenir un vrai sujet. Mais tout ça n'est pour l'instant pas utilisé contre les forces de l'ordre, mais par contre c'est utilisé dans les règlements de compte. Donc il y a quand même une forme d'étanchéité. Il n'y a pas une porosité totale. Mais, on a dit un mot tout à l'heure, et c'est ça qu'il faut retenir, il y a le point commun fédérateur, qui pourrait être fédérateur, qui ne l'est pas pour l'instant, c'est la question identitaire. C'est qu'on a affaire à des populations qui ont un point commun, c'est leur origine. Alors, il faut relativiser, parce que dans la sous-catégorie, il y a des gens qui se détestent. Oui, les Africains et les Maghrébins, historiquement, ne se sont jamais entendus. Alors, il peut y avoir des alliances d'opportunités contre la France, mais il ne faut pas sous-estimer non plus les difficultés interethniques. Et d'ailleurs, une des difficultés à laquelle nous, Français, nous heurtons au niveau étatique et sur le terrain, c'est que nous avons, avec cette immigration incontrôlée, réimporté des guerres ethniques du monde entier. Et vous avez des endroits où les Afghans font la guerre aux Algériens, etc. Alors, c'est des micro-guerres, hein, mais ce sont quand même des conflits, des mini-conflits ethno-territoriaux. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, mais on note une forme de cohésion négative au sein de l'Oumma, parce que quand alors c'est pas un Tchétchène, mais presque à côté, qui a assassiné le professeur Dominique Bernard, il l'a assassiné par solidarité avec ce qui se passait en Palestine. Ils n'ont rien à voir, sinon qu'ils ont la même religion. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des sous-catégories, il y a des conflits locaux entre eux, mais tout ça peut être transcendé par l'appartenance à l'Oumma et le conflit contre les blancs colonisateurs qui sont les Français, même si on est chez nous en l'occurrence. Oui, parce que si on file jusqu'au bout la logique, Dominique Bernard n'était pas non plus juif, il était enterré à l'église, donc c'est un Tchétchène qui a tué un catholique par solidarité envers un Palestinien qui est supposément opprimé par les juifs. Vous voyez, c'est assez complexe. Je pense que Dominique Bernard n'a pas été tué parce qu'il était catholique, je pense qu'il était tué parce qu'il était professeur. Bien sûr, mais il l'était de fait. Il l'était de fait, je suis d'accord, mais il était professeur. Et non seulement vous avez raison, donc c'est ce que je dis, il y a l'Oumma, l'émotion liée, en l'occurrence au contexte international, peut fédérer des gens qui par ailleurs ne sont pas, peuvent avoir des intérêts locaux, notamment dans le trafic, divergents. Mais au-delà de ça, il y a aussi les cibles de ce genre d'attaque terroriste ont un sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez deux grandes cibles pour déstabiliser la France. La première, c'est les forces de sécurité intérieure qui sont régulièrement l'objet, en France et en Belgique, d'attentats ou de violences dont on dit qu'elles sont commises par des déséquilibrés. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat, mais c'est pas toujours les gens les plus équilibrés qui passent à l'action. Et la propagande incitatrice des islamistes a évidemment vocation à déclencher les esprits les plus friables. Donc le fait que ce soit un déséquilibré n'ôte rien à l'analyse, au fait qu'on soit dans un processus d'action mu par une forme d'islamisation. Mais donc c'est les forces de l'ordre, les cibles, et ensuite les enseignants. Pourquoi ? Parce que, et on en parlait tout à l'heure sur l'espoir qu'on peut avoir encore, c'est de rétablir l'autorité et se réapproprier nos valeurs par l'éducation et la culture. Mais qui dit éducation dit professeur. Donc les professeurs aujourd'hui ont en France un rôle absolument crucial, et c'est aussi pour ça qu'ils sont ciblés, parce que quand vous en attaquez un, vous en faites taire 1000 qui du coup ne vont plus oser parler dans leur cours d'un certain nombre de questions qui fâchent les musulmans. Mais finalement, en France, est-ce que nous n'avons pas connu des faits assez similaires que nous avons oubliés pendant la guerre d'Algérie? Guy Monroe, c'était un peu Samuel Paty. Déjà, Philippe Ville, des Pieds Noirs ont été assassinés, masculés, égorgés au cri de Allah Akbar. Est-ce qu'il n'y a pas une guerre larvée qui se poursuit? Est-ce que ce n'est pas le match de retour en France, en tout cas on parlait déjà de Colomb, déjà l'extrême gauche à travers Sartre. Vous vous souvenez de cette fameuse et d'autres, mais de cette fameuse préface au livre de Fanon avait la même collusion. Ce que vous dites est intéressant, parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a un psychiatre qui m'a dit dans l'inconscient collectif français et algérien, la guerre d'Algérie n'est pas finie.
Les Américains, par exemple, alors il faut faire très attention à ce genre de comparaison, mais néanmoins, les Américains ont tout de suite affronté leur traumatisme du Vietnam. Il y a tout de suite eu des films, des livres, des échanges, etc. Et finalement, la chose a été digérée. Encore une fois, comparaison n'est pas raison, parce qu'il n'y avait pas eu cette histoire, cette imbrication des peuples comme il y a eu entre la France et l'Algérie. Néanmoins, la France, elle, n'a pas su, et l'Algérie non plus, tourner cette page. L'Algérie a entretenu la haine pour des raisons de politique intérieure. La France, pas très fière de la façon dont tout ça s'est terminé, a un peu remis un peu vite le couvercle, et il y avait besoin d'une population, d'une immigration de travail. Donc on a géré tout ça sans prendre en compte les conséquences historiques et culturelles, ce qui est, à mon avis, le péché capital. Il date des années 70, hein, c'est à cause de ça. Et aujourd'hui, effectivement, quand on voit, par exemple, les déclarations, prenez Taha Bouaf, qui est un personnage qui a la double nationalité. Très proche de la France Insoumise. Qui est très proche de la France Insoumise, qui a aujourd'hui une carte de presse, ce qui en dit long sur la façon dont elle est attribuée, qui a été condamnée pour injure raciale envers la policière Linda Kebab. Eh bien, il a fait un tweet le 1er novembre dernier, pour gloire, de mémoire, je cite, en tout cas pour glorifier les auteurs des attentats de la Toussaint Rouge du 1er novembre 1954. Et les événements, aussi bien ce jour-là qu'un certain nombre d'attentats commis par le FLN et de mode opératoire du FLN, font beaucoup penser à ce qu'a fait le Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Ça, c'est quelque chose que peu de gens disent, parce que là, il faut faire très attention, parce que je pense que rien que cette phrase, si elle est coupée et diffusée sur les réseaux sociaux, va susciter un débat. Mais le fait est que les abominations commises par le FLN dans les années 50 et les abominations commises par le Front islamique du salut en Algérie dans la guerre des années 80, dans la dernière décennie du siècle précédent, dans les années 90, il y a eu 300 000 morts dans la guerre civile en Algérie. Et le fils commettait le même type d'acte que ce qu'a commis le Hamas. Donc il y a effectivement une forme de continuité qu'on ne peut que constater. Alors le porte-parole de l'armée israélienne a dit « Si on n'arrête pas les islamistes ici en Israël, demain ils seront à Paris, à Marseille et à Lyon. Partager cet alarmisme, on pourrait avoir exactement la même chose sur notre sol cette fois ?» Alors il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer les raisons pour lesquelles il le dit de la problématique globale. Il est dans son rôle. Israël a besoin de soutien international et doit rappeler, compte tenu du contre-feu pro-palestinien qui se répand partout, donc est dans sa logique pour rappeler à ce risque. Maintenant, objectivement, mais on l'a déjà dit au cours de notre entretien, c'est-à-dire que les événements du 7 octobre ont été un catalyseur, un accélérateur des fractures, notamment françaises, mais européennes. Et de toute façon, avec ou sans 7 octobre, nous sommes chaque jour un peu plus exposés à un tel risque. Regardez les profils des manifestants et les symboles au cours des manifestations anti-israéliennes et pro-palestiniennes dans le monde entier, et avec une accélération. Moi, j'ai été fasciné la semaine dernière, juste avant la grande marche de dimanche dernier, les 3-4 derniers jours. Vous avez eu des violences terribles commises en Australie en marge de manifestations, commises par des militants pro-palestiniens. Vous avez en Allemagne des drapeaux de l'État islamique et des drapeaux d'Al-Qaïda qui étaient brandis au cours des manifestations. En Angleterre, vous avez eu des appels à tuer les juifs, des appels à violer leurs femmes. Au Danemark, vous avez eu des drapeaux danois qui ont été mis à terre, remplacés par des drapeaux palestiniens. Les cérémonies commémoratives du 11 novembre ont été entravées en Grande-Bretagne, où des patriotes avec des symboles comme nous avons le bleuet, ont été agressés. En France, vous avez au moins un monument aux morts qui a été tagué. Donc, ça monte lentement, enfin d'ailleurs pas plus si lentement que ça, mais ça monte. Les armes, elles sont là, la haine, elle est là. Donc le scénario d'une explosion tel que l'a rappelé l'officier supérieur israélien en Europe et en particulier en France, il existait déjà avant le 7 octobre. Le 7 octobre nous fait monter une marche, comme je vous l'ai dit. On va voir où tout ça nous mène. Mais ce qui est certain, c'est que quoi qu'il se passe au Moyen-Orient, ici, il faut très vite un vrai choc d'autorité, pas des mesurettes, pas des demi-lois fondées sur du en même temps, mais une transformation totale de notre façon de faire de la politique, d'identifier les risques, d'être prêt à y faire face avec courage et détermination. Et c'est ça que le peuple français attend. Et je pense que c'est ça que nous lui devons. Alors, je vois que vous avez
un œillet bleu, c'est ça? Oui. Ouais, hein. Donc, sur votre compte X, anciennement Twitter, au moment du 11 novembre, vous avez rendu hommage à nos soldats tombés pour la France. On va peut-être terminer là-dessus. Vous avez dit « Honneur à ceux qui sont tombés pour la France. Ils nous obligent, pour eux, et plus que jamais en ces temps difficiles, nous devons tout donner pour protéger notre nation millénaire. Vive la France !» Que diraient ces hommes s'ils revenaient aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore dire « Vive la France » qu'elle n'est pas déjà morte? Alors non, la France n'est pas morte. Il faut dire vive la France. Et vous savez, la raison pour laquelle moi je me suis engagé dans le débat public, j'ai créé le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure en 2015, juste après les attentats terribles du mois de janvier. J'ai écrit mon premier livre qui s'appelait déjà Le sursaut ou le chaos, le titre en dit long aujourd'hui. À cette époque, j'aurais pu rester avocat, j'ai un cabinet qui marche très bien, tout se passe bien, je travaille avec des gens que j'adore, je gagne bien ma vie, mes enfants sont grands, j'ai mes week-ends, vous voyez, la vie est belle. Mais c'est pas possible, on peut pas regarder l'état du pays et ensuite aller regarder une série télé et aller se coucher. Alors on peut regarder une série télé avant d'aller se coucher, mais il faut avoir une conscience politique. Quand on a la chance de pouvoir peser dans le débat public, comme c'est mon cas aujourd'hui, l'abstention n'est pas une option. Encore une fois, moi quand je vais en province, d'abord les gens ont une vraie attente. Ensuite, quand je passe devant les monuments aux morts, quand je vais à Verdun, même si c'est pas des Français, quand je vais dans les cimetières américains et anglo-américains sur les plages de Normandie, tout ça, ce sont des gens qui ont fait le sacrifice de leur vie pour la défense des valeurs fondamentales dont on a parlé tout à l'heure, occidentales et en particulier françaises. Donc la résignation n'est pas une option et la conscience de l'ampleur de la tâche et sans doute de la confrontation à la violence qui nous attend, c'est quelque chose auquel moi personnellement je suis préparé par mon parcours. J'ai été parachutiste quand j'étais plus jeune, etc. Et par ma réflexion, par aussi une forme de transcendance, parce qu'on n'en parle jamais, mais on n'en parle en tout cas pas assez. Mais je pense que ce qui sauvera la France, c'est la conscience de ce que nous sommes aussi, et ça fait partie de notre culture. C'est pas simplement au sens religieux, mais de notre culture, la fille aînée de l'Église, et portée par toutes ces valeurs à la fois collective et très personnelle. C'est vrai que je suis engagé dans le débat public et avec conscient des difficultés, j'en paye déjà le prix parce que je ne suis pas le préféré des islamistes, par les islamistes qui ont bien repéré mon combat depuis une dizaine d'années. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme je le disais, vous savez, la peur n'empêche pas le danger, la lâcheté n'empêche pas la défaite. Aujourd'hui, ce qui manque à notre classe politique, c'est du courage. Et le courage, non seulement de nommer, mais de prendre les mesures que le peuple attend. Les lois ne sont pas intangibles, les traités ne sont pas intangibles. Ce qui est intangible, c'est la nation française. Très bien, merci pour ces belles paroles finales, Thibault de Montbrial. Alors, c'est pas un œillet bleu, c'est un bleuet, pardon, oui, non, mais un moment d'inattention. Merci, chers lecteurs de Boulevard Voltaire. Vous pouvez aimer cette vidéo, la partager, vous abonner aussi à notre lettre quotidienne. Je vous souhaite un excellent dimanche.